Bonjour, mon nom est Amélie Marcoux. Bienvenue à cette série éducative Savoir faire face qui fait le point sur les meilleures pratiques à adopter lorsque la santé et la sécurité d'une personne sont mises en péril. Savoir faire face a été développé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec, en collaboration avec la Coopérative des ambulanciers de la Mauricie, la Direction de la police de Trois-Rivières et le programme de soins préhospitaliers d'urgence du Cégep de Shawinigan. Dans cet épisode, nous allons vous guider pour reconnaître les symptômes d'une commotion cérébrale et vous présenter des traitements possibles pour un retour à la vie normale. Je suis infirmière praticienne en soins de première ligne. C'est une infirmière qui a évolué différemment dans son cheminement. Donc, qui a fait son bac, sa maîtrise, un diplôme d'études supérieures, pour ensuite un long 6 mois de stage pour arriver à être infirmière praticienne. Donc, depuis 2021, on a eu les diagnostics, on a eu l'approbation des diagnostics. Donc, on fait des diagnostics, on va faire des plans de traitement, on va prescrire des médicaments, on va également faire des plans de suivi, puis ça consiste pas mal sur notre travail. Dans les patients que vous pouvez voir, il y en a qui vont souffrir d'une commotion cérébrale. Expliquez-nous, c'est quoi exactement une commotion cérébrale? Bien, une commotion cérébrale, c'est nécessairement quelqu'un qui reçoit un coup à la tête ou c'est quelqu'un qui va recevoir un impact au corps ayant nécessairement une transmission d'un impact au niveau de la tête. Donc, ça peut se passer dans plusieurs activités sportives, mais ça peut se passer aussi dans des activités qui ne sont pas sportives. Mais le mécanisme est nécessairement un traumatisme à la tête. Le plus tôt qu'on consulte, le meilleur plan de traitement qui va être. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les patients, ils banalisent, ils ne consulteront pas au début, puis ils vont consulter plus tardivement dans l'évolution de leur maladie. Puis là, ils vont dire, oui, mais là, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté leurs symptômes. Finalement, ils ne sont pas capables de retourner travailler, ils ne sont pas capables de retourner à l'école correctement parce qu'ils n'ont pas fait les étapes progressives pour y retourner. En même temps, il ne faut pas consulter chaque fois qu'on tombe sur la tête. Non plus. Donc, qu'est-ce qu'on surveille? Bien, il y a des drapeaux rouges qu'il faut surveiller. Les drapeaux rouges étant les mal de tête sévères, les vomissements répétés, la perte de conscience, les convulsions, une irritabilité anormale chez un enfant ou un adulte encore là qui a un changement de comportement. Ça, ce sont des drapeaux rouges, c'est l'urgence. Parce que ça signifie nécessairement que c'est un caractère plus grave. Par contre, dans les symptômes que la plupart des personnes vont avoir d'une commotion cérébrale, donc le stade le plus léger, il va y avoir des mal de tête, des nausées, pas nécessairement de vomissements, des étourdissements, quelques troubles visuels. Dans ces cas-là, les personnes peuvent consulter leur physiothérapeute, peuvent consulter un autre professionnel de la santé également, où il y a des services de réadaptation également dans certains CIUS, qui leur permettent de consulter directement dans ces places-là, sans nécessairement passer par l'urgence ou un cabinet ou le sans rendez-vous. Selon l'âge de la personne qui semble souffrir d'une commotion cérébrale, il y a différents symptômes à observer? Oui. Chez la clientèle pédiatrique, ça va être des symptômes qui sont différents parce qu'ils ont de la difficulté à s'exprimer. Donc, on va surveiller selon une certaine échelle le degré d'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Et du moment qu'il y a quelque chose qui n'est pas atteint, c'est nécessairement à l'hôpital avec une surveillance plus accrue. Chez un enfant, par exemple, souvent, on va remarquer un peu de l'aphasie. Là. Il veut moins jouer, moins bouger, il semble fatigué, il a moins le goût. Ça fait partie des symptômes où on doit lever la main puis aller vérifier. Parce qu'un enfant, ça a toujours envie de jouer, ça a toujours envie de bouger. En tout cas, du moins, une part du temps, c'est comme ça chez nous. Mais quand il s'est passé quelque chose, bien, c'est peut-être signe qu'il a envie de dormir plus. Il parle, il a moins envie de parler puis d'échanger avec ses parents. Ça demeure des signes qui peuvent... Ça ne veut pas dire que c'est automatiquement une commotion cérébrale, mais ça peut peut-être soulever la question qu'une évaluation, ça pourrait être pertinent parce que c'est pas juste... Un vomissement, c'est un signe assez sévère. Là. Souvent, on a perdu la carte, peut-être perte de conscience. C'est dans les symptômes très, très graves, mais bien avancés, il peut y avoir commotion malgré la non-présence de vomissement. Après une commotion cérébrale, c'est important aussi que les proches surveillent les symptômes. Oui, les premières heures sont assez cruciales pour regarder l'évolution des symptômes.
pour justement déceler s'il y a des drapeaux rouges. Parce que s'il y a présence de drapeaux rouges, il faut s'en aller à l'urgence parce que ça nécessairement, c'est un caractère de gravité, donc nécessite une surveillance plus particulière. Donc, c'est important de garder la personne réveillée, de lui demander ses symptômes, de surveiller s'il y a des vomissements. T'sais, après 2 vomissements répétés, ça devrait être direction de l'urgence. En cas de blessure à la tête, on vous appelle. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? En attendant, ça va être bien sûr s'assurer de l'état de conscience de la personne, être sûr qu'elle ne perde pas connaissance, regarder les vomissements aussi. Quelqu'un qui est inconscient puis qui vomit, ça va être important de le tourner sur le côté pour pas qu'il s'étouffe. Puis en attendant, ça va être attendre qu'on prenne la relève. S'assurer qu'il n'y a pas de douleur non plus au niveau de la personne. Si c'est des douleurs au niveau du cou, la tête, on va essayer de ne pas déplacer la personne non plus. Pour plusieurs cas, c'est important de placer la personne en position latérale de sécurité. Vous allez nous montrer comment faire? Oui, fait que ça va être une manipulation qu'on va faire quand quelqu'un va faire une crise de convulsion ou une inconscience. Fait que c'est important de ne pas déplacer la personne comme elle est maintenant parce que la charge va être vraiment plus lourde. Fait que pour s'aider, ce qu'on va faire, on va venir prendre le bras opposé ici. On va venir la mettre au niveau de son épaule. Ensuite, on va prendre la jambe pour faire la croiser par-dessus l'autre. Fait qu'on va venir prendre la jambe ici. On est la croiser. Ensuite, on prend la hanche, l'épaule, puis on va pouvoir venir tourner la personne sur le côté comme ça. Fait que si jamais la personne a des vomissements ou bave beaucoup, elle va pouvoir vomir au sol et non s'étouffer dans son vomi, par exemple. Et ça sert à quoi de placer le bras et la jambe de cette façon-là avant de tourner la personne? Ça va vraiment aider au niveau de la charge. Fait que le patient va être moins lourd puisqu'il y a déjà une torsion qui va être faite. Fait que ça va vraiment plus facile de faire le mouvement. Donc, avec cette technique-là, ça aide vraiment à placer la personne dans une position sécuritaire. Oui. Je vais l'essayer. Vous me dites que si je fais les bonnes manipulations, je devrais y arriver facilement? Oui, tout le monde devrait être capable. OK, on essaie ça. Donc, le bras sur l'épaule, vous disiez. Ouais, exact. Ensuite, la jambe par-dessus. Et une main à la taille et l'épaule. Exact. Ça a fonctionné. Oui. Et dès votre arrivée, vous, qu'est-ce que vous faites comme prise en charge du patient? Nous, ça va dépendre de l'état du patient. Fait qu'encore là, son niveau de conscience, s'il y a des douleurs, s'il y a des douleurs au niveau de la tête, du cou, nous, on va faire une immobilisation complète, dans le fond, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fracture ou d'empirer la fracture. Fait qu'après ça, on va le placer comme dans un gros plâtre pour tout le corps au complet avec un collet cervical. On va le déplacer avec précaution, puis on va pouvoir aller à l'hôpital pour qu'il puisse passer des radiographies. Une fois que vous avez diagnostiqué, par exemple, une commotion cérébrale, qu'est-ce que vous faites avec le patient? Bien, moi, mettons, quand je le reçois dans mon bureau, je fais un questionnaire détaillé. Dans le questionnaire détaillé, je vais aller voir s'il y a déjà eu des traumatismes crâniens antérieurs, parce que nécessairement, ça va nous dicter le pronostic. Donc, si quelqu'un qui a eu 4 traumatismes crâniens dans le passé, puis là, on est rendu au 5e, nécessairement, ça se peut que ça lui prenne plus de temps. Donc, à l'histoire, c'est important d'aller chercher ça. Dans les antécédents de santé également, je veux savoir quel type de médication que le patient prend. Si le patient prend des anticoagulants, je vais demeurer plus prudente. Je vais me questionner si je ne demande pas un scan cérébral parce qu'il est plus à risque de saigner. Également, dans le questionnaire, de considérer les antécédents de santé, dont le TDAH, la dépression, parce que chez certains patients, ça va faire partie aussi des symptômes. Donc, le trouble de concentration, si j'ai déjà un TDAH connu, bien, ça risque de changer l'évolution aussi des symptômes. Ça peut aggraver? Ou? Bien, il va y avoir nécessairement, les patients vont avoir plus de difficultés à se concentrer parce qu'à la base, ils ont de la difficulté à se concentrer. Également, dans le questionnaire, on va aller regarder c'est quoi le type d'impact pour déterminer un impact à haute vélocité en auto, avec éjection. Ça me surprendrait qu'il se prenne dans mon bureau, on s'entend, mais il y a une différence de j'ai chuté sur la glace ou j'ai chuté d'une marche et je me suis cogné la tête. Donc, l'impact, il fait pour le type de gravité d'impact qu'il fait pour quelque chose et va m'aider à diriger mon traitement également. Je vais questionner l'ensemble de tous les symptômes également. Puis après ça, je vais faire un examen physique, principalement sur l'examen neurologique, pour aller regarder s'il n'y a pas des anomalies à l'examen neurologique, pour enfin déterminer si oui ou non je fais un scan cérébral et déterminer mon plan de traitement. Ça ressemble à quoi un examen neurologique? C'est assez détaillé. On regarde la démarche, on va regarder les pupilles, si elles sont réactives,
On va faire le test de funambule. C'est une saccade qui a l'air d'une chorégraphie très complexe pour aller déceler s'il y a des anomalies, là. Vous avez parlé tout à l'heure que c'est pas nécessairement en faisant du sport qu'il y a le plus de commotion cérébrale, il y a des chutes. Oui. Ce serait quoi la proportion à peu près? Bien, si on regarde les 0-5 ans, c'est les chutes, le principal cause. On peut penser à n'importe quelle sorte de chute qu'un enfant de 0-5 ans peut faire. Il a chuté en bas de la poussette, il a chuté en bas de la table à langer, il a chuté dans un parc. Donc, 0-5 ans, ce seront les chutes principalement. Le 5 à 19 ans, ça va être davantage dans le sport ou dans les loisirs. Et ensuite, il y a les 40 ans et plus qui vont être les chutes également. Une chute sur la glace, une chute dans les marches. Fait que la principale cause va être les chutes. Par contre, on a d'autres aussi causes comme les accidents de la route, par exemple. Il y en a énormément. Des accidents de travail, des traumas à la tête qui sont survenus dans un cadre professionnel. L'idéal pour consulter, c'est dans les 24-48 heures. Parce que le premier 24-48 heures est assez crucial pour être en repos actif. Donc, si les patients n'ont pas de guide, ne savent pas comment se prendre en charge, vont dire « Ah, ils ont tendance à banaliser, premièrement, de dire « Ah non, c'est pas grave, je me suis cogné la tête, mais je suis un peu étourdi. » Puis, ce que je remarque, c'est que les patients ont souvent tendance à être téméraires. Donc, c'est ça, c'est pas grave, je retourne à mon sport ou c'est pas grave et je retourne faire mon activité sportive ou mon loisir. Donc, consulter dans les 24-48 heures, c'est quand même assez important pour justement les guider, leur dire qu'il y a un repos actif qui doit être fait dans les 24-48 heures, les premiers 24-48 heures. Un repos actif, bien, c'est quoi exactement? C'est qu'on ne veut pas, à l'extrême, que le patient passe 48 heures enfermé dans sa chambre, les lumières fermées, sans contact social. On veut quand même qu'il se réexpose graduellement aux stimuli externes, mais on veut qu'il le fasse de façon progressive, okay? Sans toutefois s'abstenir de s'exposer du tout. Puis on ne veut pas, d'autre part, que ça se fasse trop rapidement aussi. Donc, on a ces deux genres de cas-là où les gens sont anxieux, des fois, de se réexposer. Puis, on a, d'un autre côté, des gens qui veulent trop vite, qui veulent aller trop vite puis se réexposer très rapidement au travail puis au train-train de la vie quotidienne. J'aurais envie de vous dire que le repos initial comprend aussi le temps d'écran. Il faut vraiment s'abstenir de surstimuler le cerveau durant cette période-là. Donc, pas de temps d'écran. Puis ça comprend la télévision, les ordinateurs, les tablettes et le cellulaire, ce qui est quand même un enjeu de nos jours. Hein? Quand on dit ça aux parents, là, de s'abstenir des écrans, c'est tout un défi, mais c'est très payant à long terme pour nos patients. Pas d'alcool non plus, pas de boissons énergisantes. On ne veut pas venir surstimuler au niveau cérébral. Donc, on s'abstient de prendre ça au moins pour le temps qu'on ait des symptômes de commotion. Vous les soignez comment, vos patients? Nous, en fait, quand on a la référence de l'urgentologue ou des médecins de famille ou de l'IPS, on reçoit la demande puis on va établir un contact avec la patiente via des entrevues téléphoniques. Donc, notre équipe est conçue de 4 infirmières cliniciennes et une psychologue pour lequel on réfère des patients aux besoins quand on a une atteinte qui est vraiment importante dans la sphère affective. Mais là, c'est notre psychologue qui va assurer un suivi avec cette personne-là. Puis, l'équipe, nous, on a un mandat de travailler avec les symptômes aigus chez nos traumatisés crâniens. Donc, on a un mandat de 3 mois. Pour donner un exemple clair, un urgentologue a vu, par exemple, un trauma crânien durant le week-end. Donc, moi, je reçois sa demande, je vais appeler le patient, puis voir avec lui qu'est-ce qu'il se rappelle, lui, de l'accident. Donc, on va refaire la cinétique ensemble, on va refaire l'histoire, on va évaluer ensemble quels sont les symptômes qui sont apparus suite à l'impact crânien. Donc, on va s'assurer que le patient puisse faire une bonne gestion de ses symptômes. On va avoir une approche qui va être très individualisée. On va voir avec lui, bien, c'est quoi les antécédents familiaux, les antécédents médicaux. Puis, on va vouloir optimiser sa récupération puis faire en sorte que ça évolue favorablement pour lui. La grande majorité de vos patients arrivent à récupérer assez rapidement? Oui, effectivement. La majorité de nos patients, 80% de notre clientèle, vont voir une résolution complète de leurs symptômes à l'intérieur de 1 mois. Donc, c'est excellent. Puis, c'est important aussi de leur en faire part que souvent, les symptômes vont apparaître dans le premier 48 heures suivant l'impact crânien, puis
Après 14 jours, les symptômes, à l'intérieur de 14 jours, les symptômes vont tendre à vouloir diminuer puis disparaître complètement après un mois. On va juste venir faire du renforcement au niveau cervical. Donc, dans la position couchée, ce qu'on veut, c'est faire comme un petit double menton. Et essayer de venir décoller tranquillement la tête du sol en gardant. Et voilà, on tient ça 5 secondes. Est-ce que c'est fréquent pour vous de traiter des gens qui ont subi des commotions cérébrales ici? Ça arrive à l'occasion quand même souvent. En fait, des fois, ils viennent consulter directement pour ça, suite à un coup à la tête ou un impact ou une commotion cérébrale. Ou des fois, c'est en parallèle avec une autre condition, donc en fait un accident d'auto. Et après, à partir de là, une commotion s'est développée où on a vu certains symptômes apparaître après un certain temps. Donc là, on peut penser à ça. Là. Mais oui, ça arrive plus fréquemment qu'on peut le penser. Là. Donc, on remarque ici que vous travaillez en interdisciplinarité avec d'autres professionnels. Qu'est-ce que ça apporte aux patients? En fait, ça apporte une prise en charge qui est plus optimale. Donc, tu sais, ici à la clinique, on travaille avec des chiros, une kinésiologue, une ergothérapeute. On a aussi, dans le fond, les physios et les technologues en physio. Donc, chacun, comme professionnel, mais également comme thérapeute, a ses forces et ses faiblesses. Donc, ça me permet d'avoir différents angles d'approche, différentes spécialités pour avoir une meilleure vision puis une meilleure prise en charge qui est plus optimale. Avec un laser sur la tête, on peut venir travailler au niveau du contrôle cervical, du contrôle moteur. Donc, le but, c'est de faire des mouvements qui sont rectilignes et en contrôle sans que le laser vienne trop osciller sur les lignes. On descend en bas. On revient tranquillement sur le côté, l'autre côté. Puis on peut même s'amuser à venir faire les zigzags comme ça ici et progresser la difficulté de cette façon-là. Il y a une grosse partie, une grande quantité des commotions cérébrales qui vont toucher la proprioception. Ce que c'est la proprioception, c'est la capacité à se localiser dans l'espace. Ça découle de 3 systèmes. Le premier, visuel. Si je regarde devant, je suis capable de dire je ne suis pas tournée à l'envers, suspendue par les pieds. Le deuxième système, c'est le système vestibulaire, situé là, dans l'oreille interne, un peu comme un niveau en construction. C'est la petite bulle qui nous indique comment on est placé, est-ce que je suis vraiment droite. C'est un des systèmes qui nous aide à nous localiser dans l'espace. Le troisième système, c'est avec les muscles. C'est ce qu'on appelle les mécanorécepteurs, qui nous indiquent qui va être réactif à l'étirement à l'intérieur des muscles, des tendons, des articulations. Donc, si je suis penchée par en avant, je sens ma musculature cervicale qui s'étire à l'arrière, donc je sais que je suis penchée vers l'avant. Et ces 3 systèmes-là, quand ils ne donnent pas la même information, soit parce qu'elle est aberrante, soit parce qu'un en donne trop, soit parce qu'un en donne pas assez, bien, ça peut devenir étourdissant. Un peu comme s'il y avait 3 personnes dans une voiture qui te criaient des directions en même temps, mais ça devient un petit peu étourdissant. Alors, le traitement du chiropraticien peut toucher ces 3 aspects-là, dépendamment de ce qui va ressortir à l'examen physique. Souvent, on peut penser à ce qu'on fait beaucoup en clinique, là, avec la thérapie manuelle, la manipulation vertébrale, les étirements. On va aller travailler plus la portion mécanorécepteur. Parce qu'en normalisant la tension du muscle, les mécanorécepteurs donnent de bien meilleures informations. Muscle sain, bonne information, ça passe mieux, fantastique. Donc, il y a cette partie-là. La partie vestibulaire ou la partie visuelle, là, on peut aller travailler avec certains exercices, puis ajouter des composantes visuelles, ajouter des composantes vestibulaires par des exercices. Si, par exemple, on est capable d'identifier avec, je donne par exemple le test de Romberg, un des tests qu'on peut faire. C'est quoi comme test, ça? On peut placer le patient face à nous, puis aller isoler. En fait, on va observer l'oscillation de la personne. Et là, je peux aller jouer avec les systèmes comme je parlais tantôt. Donc, je vous mets face, je vous demande de fixer le point, je regarde si vous avez des oscillations, probablement pas. Je vous demande, faites la même chose, mais les yeux fermés cette fois-ci. Donc là, j'enlève tout le système visuel. Je regarde, est-ce que, si j'enlève cette information-là, est-ce que tout d'un coup, c'est très problématique? On peut faire le même test, mais là, je mets une plaque de mousse sous vos pieds. Là, je change la proprioception sous les pieds et les mécanorécepteurs sous les pieds. Si je viens changer ça, enlever cette information-là, est-ce qu'avec les yeux, on est capable de... Et là, identifier lequel des systèmes est problématique. Donc, vous venez rebalancer ces 3 systèmes-là? C'est ça, exactement. Essayer que tout le monde ne crie pas dans la voiture en même temps. Que ça soit que toutes les informations soient les bonnes et au bon niveau pour que la personne puisse moins ressentir ces symptômes-là de commotion cérébrale. Donc, le premier niveau, en termes d'équilibre unipodal, je vais me suivre, on va mettre le premier pied
derrière, deuxième pied qui est devant. Fait qu'on accote talon à orteil, c'est ce qu'on appelle l'équilibre en tandem. Plus facile avec les bras allongés, plus difficile si on met les bras près du corps. Si celui-là est bien toléré, on passe au deuxième niveau. Descend les bras, on revient posture de base, équilibre sur une jambe. Donc si je commence en appui sur ma droite, je soulève côté gauche. L'idée est de garder la jambe proche sans toutefois toucher au sol ou sans toutefois toucher à l'autre jambe. Comme kinésiologue, qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider une personne qui a eu une commotion cérébrale? Le kinésiologue, en fait, va être un atout davantage dans la phase qui est subaiguë qu'on appelle. Donc, quand la personne est en mesure de bien tolérer son quotidien, que le quotidien, les symptômes sont quand même bien gérés, qui va être prêt à passer une autre étape, donc à reprendre des activités qui sont plus soutenues. En fait, concrètement, de mon côté, ce sont des exercices. Donc, spécialiste du mouvement, spécialiste des exercices, c'est vraiment du réentraînement, de la remise en forme, mais qui va être spécifique à la personne. Fait qu'autant, premièrement, à son niveau pré-accidentel. Fait que c'est sûr que si c'est une personne qui était complètement sédentaire, on va y aller beaucoup plus progressif que si c'était un jeune joueur de hockey qui doit vraiment reprendre le niveau de compétition le plus rapidement possible. Donc, vous établissez un plan d'entraînement. J'imagine, vous montrez les entraînements à votre patient? Hein? Oui, exact. Le suivi va dépendre de chaque personne. Il y a des gens qui vont venir ici. On va avoir monté un plan d'entraînement. Ensemble, on va s'être vu au préalable pour aller recueillir les informations. On fait une démonstration de chaque exercice. Fait qu'on les fait carrément ensemble. Je le démontre, la personne le fait. Je corrige au besoin s'il y a des choses à améliorer, à optimiser. Donc, je vais me pencher vers l'avant, comme si je voulais aller ramasser un objet au sol. Fait que je mets mon bras devant. Je m'approche du sol en gardant mon dos droit. Bien important, je dois garder une légère flexion dans le genou, juste pour éviter de barrer le genou. Je remonte tout droit. J'y vais tranquillement en contrôle. On peut y aller pour un 5 répétitions par côté. On va voir comment tu le fais. Donc, dos bien droit, bassin bien stable. On remonte. Si on essaie la même chose de l'autre côté. Après ça, cette personne-là peut être apte à les refaire à la maison pour des gens qui soit sont moins à l'aise avec les mouvements, qui sont plus symptomatiques ou tout simplement qui nécessitent ou qui veulent être plus guidés dans le quotidien. Bien, il y a des gens qui vont se présenter ici à chaque semaine, par exemple. Donc, à chaque mardi matin, 9 h, on va se présenter ensemble. La personne va avoir sa même routine à faire, mais je vais être là pour corriger en temps réel et adapter aussi la progression. Parce que si d'une semaine à l'autre, ça se peut que les répétitions montent, ça se peut que les charges montent, ou au contraire, si on se rend compte qu'il y a un exercice qui est plus problématique puis qui amène des symptômes, bien, ça se peut qu'on le modifie ou carrément qu'on le change si on se rend compte qu'il est plus adapté pour la personne. Mais est-ce qu'il y aurait un exercice qui est assez commun pour les gens qui ont souffert d'une commotion cérébrale? De commotion cérébrale, je dirais peut-être que l'aspect qui peut être qu'on va souvent travailler parce que autant que ça peut avoir été impacté par l'incident que ça peut juste être bon pour tout le monde de le travailler, c'est tout ce qui est équilibre. Équilibre, coordination. Puis il y a des gradations au niveau de l'équilibre. On peut commencer simplement par un pied devant l'autre, qu'on appelle en tandem, ou même sur une jambe en statique, d'être capable de se soutenir puis de se stabiliser à ce moment-là. Puis si ça va bien, là, on peut rajouter des couches. On peut rajouter soit des perturbations, donc d'ajouter du mouvement du haut du corps, par exemple, ou des charges dans les bras, ou de rajouter des perturbations externes de, par exemple, moi qui lance une balle à la personne puis qui doit me la relancer pendant qu'elle est en équilibre sur un pied. Alors, comme je dis, autant la personne âgée qui est plus à risque de chute, qu'on va commencer plus par du bipodal, mais qui doit s'assurer d'être en mesure de se déplacer au quotidien puis d'éviter de tomber, que la personne qui fait un sport puis qui là, demande aussi de l'équilibre, aussi de la coordination. Ça peut juste être bénéfique pour tout le monde, mais au niveau qui est adapté à la personne. Quand c'est un sportif, ça apporte quoi comme défi supplémentaire? Le défi de plus des fois au niveau du sportif, c'est qu'ils veulent retourner rapidement. Ils veulent retourner, reprendre leur sport à ce niveau-là. Moi, je remarque que les sportifs ont tendance à être téméraires. Sont propulsés par le jeu, par l'engouement de l'activité, puis souvent s'ignorent, ne respectent pas les recommandations nécessairement des coachs. Il y a de plus en plus de sensibilisation qui sont faites aussi dans le sport pour bien évaluer. Il y a même des échelles qui sont remises aux coachs pour évaluer les symptômes de commotion, pour dire non, toi, tu ne retournes pas au jeu, toi, tu retournes au jeu. Mais c'est ce que je remarque souvent, que les patients veulent retourner au jeu rapidement. Et malheureusement,
autant dans le retour au jeu que dans la réhabilitation, les patients ont tendance à être très pressés. Donc, des fois, ça limite ça les empêche de bien évoluer dans les symptômes de la maladie, là. Donc, c'est important de prendre le temps de Oui. soigner. Oui, puis parfois, ça peut être difficile parce que ça peut être long, parce qu'on parle de 4 semaines pour un premier traumatisme crânien en moyenne. Mais si on en est rendu, puis on est un sportif, puis ça fait... puis tout dépendant le sport, il y a des sports qui sont plus à risque, là. On parle du hockey, du football, du rugby. Ce sont des sports qui sont plus à risque de traumatisme crânien. Donc, si on a cumulé 4-5 traumatismes crâniens, puis ils ne sont pas toujours diagnostiqués, parce que nécessairement, le patient, il va avoir un impact à la tête, ne veut pas nécessairement le dire. Donc, il va garder ses symptômes pour lui, puis il n'en parlera pas. Mais ça fait partie quand même d'une commotion puis d'un traumatisme crânien. Donc, il y en a qui sont diagnostiqués, puis il y en a qui ne sont pas diagnostiqués. Donc, ce sera nécessairement un patient qui va prendre plus de temps à évoluer s'il n'observe pas les consignes. La meilleure façon d'éviter des commotions cérébrales, c'est la prévention. Et la prévention peut passer par un élément assez facile comme porter le casque. Effectivement, il y a certaines activités sportives qui nécessitent toujours des casques. Donc, le vélo devrait toujours avoir un casque, la trottinette, les skateparks, le skate, ce sont des activités qui devraient toujours avoir un casque. Puis également, je sensibilise les parents parce que les enfants apprennent avec l'exemple. Donc, si vous n'utilisez pas votre casque en vélo, je ne suis pas mal sûre que votre enfant va vous demander pourquoi. Donc, très important de donner l'exemple également, puis de porter votre casque. J'ai beaucoup de parents qui manifestent ce stress-là à l'égard de leur enfant, de se dire, bien là, est-ce que je vais devoir lui faire porter un casque en permanence ou quand je me dirige au parc en vélo, est-ce que je lui fais garder son casque quand il va jouer dans les modules de jeu? Bien, c'est pas là le point. C'est quand vraiment il y a lieu de faire de la prévention. Je pense que oui, c'est une indication, le port du casque quand on fait du vélo, ça protège définitivement la tête, mais je pense que c'est intéressant aussi, puis c'est important, surtout pour nos jeunes, de les laisser se développer puis de faire du sport, c'est tout à fait sain, même si on a quand même des risques de collision qui soient associés à tout ça.